Oui. Quand il faut changer de diapo, d'accord? Marie-Hélène? Oui, l'arbitre, tu avais réservé juste. Marie-Hélène? Le son. Marie-Hélène, on peut commencer? Marie-Hélène, enlève ton... La caméra? Oui. Ta caméra, ça ne va pas tenir. J'ai enlevé, elle est enlevée. Voilà. Ok, tu me dis que je voulais te demander, l'arbitre, tu avais réservé jusqu'à 13h la connexion, l'arbitre. Non, mais la connexion, c'est jusqu'à quand tu veux. Voilà, pas de problème. Donc, on aura, je vais faire quelque chose. Ouais, je vais faire quelque chose de court. D'accord, d'accord. Alors, juste avant que tu commences, j'aimerais, c'est-à-dire pour les gens qui ne te connaissent pas, te présenter un peu et leur dire que Marie-Hélène Moncel est directrice de recherche au CNRS. Donc, tu me corriges si je me trompe. J'entends plus. Préhistorienne au Muséum national d'histoire naturelle. Donc, il travaille sur la thématique. Donc, il a plusieurs thématiques. Donc, on peut citer le comportement technique et de subsistance, gestion des territoires, peuplement pléistocène en Europe. Et puis, il travaille aussi sur les premiers peuplements acheuliens, paléolithiques moyens, donc essentiellement d'Europe. Donc, en France, il a travaillé sur plusieurs sites, il a fouillé sur plusieurs sites. Donc, on peut citer le site de l'UNURI, donc centre de la France. Et puis, il a également travaillé sur les sites acheuliens de la vallée de la Somme et sur les sites du paléolithique moyen de la vallée du Rhône. Voilà. À l'étranger, donc, comme le site acheuilien, donc, il a contribué donc, au grand travail qui a été fait sur, en Géorgie, sur le site de Manizi. Ici, Prano Notarcherico, donc en Italie, et puis Anne de Cave en Géorgie également. Alors, Marie-Hélène Moncel a dirigé plusieurs programmes de recherche. Donc, on peut citer les plus récents. Donc, il y a un programme récent donc, qui est PIC-CNRS entre la France et l'Italie. Et puis, il y a un gros travail, une grosse ANR sur les Néandertals. Alors, sur sa production est très immense, elle est très grande. Il a publié plusieurs ouvrages, ou il a contribué à plusieurs ouvrages sur la préhistoire, sur l'acheuilien et paléolithique moyen. Et les publications, il y en a beaucoup, donc je ne peux pas toutes les citer. Mais donc, il a une bonne production sur tout ce qui est acheuilien et paléolithique moyen de France et d'Europe. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié, Marie-Hélène. Et je te laisse la parole. C'est gentil. Le son est bien. Donc, juste avant cette première diapositive, je vous On a un problème de son, Marie-Hélène. On n'entend rien du tout. De la on peut faire. Avant, ça marchait bien le son. Essayez de parler. Il a un problème de connexion, Marie-Hélène. Ouais, elle est plus là. Ouais. Peut-être elle va se connecter avec son téléphone, ça va mieux marcher. Elle avait dit qu'elle aurait essayé.
Oui, Marie-Hélène, on te voit. Est-ce que tu peux parler pour savoir si ça marche? Ton micro, Marie-Hélène, voilà. Vas-y, Marie-Hélène, pour tester le micro. Non. Non, non, non. Le micro, ton micro, Marie-Hélène. Allô? Aïe, 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 aïe. Oui, mais alors, on t'entend, Marie-Hélène. Vas-y, si tu peux. Ben, je vais recommencer au téléphone. Voilà, c'est Ah, là, parfait. là, C'est le mieux comme téléphone ça. avec moi. Pardon? Alors, je touche plus. Voilà, c'est mieux. Voilà. J'ai coupé ma caméra, mais j'ai mon micro actif. C'est parfait, on t'entend bien maintenant. Parfait. Maintenant, ça va. Vas-y. Alors, je coupe le téléphone, Martha, d'accord? OK? Oui. Alors, est-ce que là, vous m'entendez? Là, on t'entend très bien. Vas-y, on t'écoute. Bon, voilà, donc je vais aller vite pour qu'on soit sûr que j'ai jusqu'au bout le minimum de temps. J'avais commencé tout à l'heure par dire que la présentation que j'allais donner, c'était au nom aussi de toutes les personnes qui travaillent, mais également sur 2 sites français dont je vais dire quelques idées, La Noira et Moulin-Quignon. Tu peux passer la diapo suivante. Martha. Voilà. Voilà. Non, voilà. Donc, c'était juste pour vous rappeler que donc, le site de Notarchirico permet de parler de la question de l'HE1 et de sa définition. Alors, je vais aller très vite parce que je voulais juste rappeler que l'HE1 avait été défini dans la vallée de la Somme et que depuis les dernières découvertes, en particulier en Afrique, on renouvelait notre conception et notre définition de HE1. Diapo suivante. Donc, très rapide pour vous rappeler que… non, il y avait une diapo avant, pour vous montrer les âges des plus anciennes traces
de ce qu'on appelle l'early HLA, en particulier en Afrique de l'Est, avec des travaux ces dernières années qui ont montré des âges autour de 1,75 million d'années, avec des évidences de sortie au Levant, sans doute très anciennes, avec par exemple le site d'Oubedia, 1,4 million. Diapo suivante. Et les données, donc également assez récentes, montrent qu'il y a autour de 1 million d'années, 800 000 ans, une modification et l'utilisation de percuteurs. Et là aussi, il semble qu'il y ait une seconde vague d'arrivée au Levant, avec par exemple le site de JBI. Diapo suivante. Je vais à l'essentiel pour essayer d'économiser la connexion. Alors, je voulais également dire que vraisemblablement, il y a des mouvements de population portant la capacité de fabriquer des bifaces, entre autres, si le biface n'est pas suffisant pour caractériser l'HLA1, mais on aurait des données qui montreraient qu'il y aurait des mouvements de population plutôt vers l'Asie, en particulier en Inde et en Asie du Sud-Est. Et la grande question reste pour la Chine, puisque, collègues, certains pensent qu'il y a une évolution locale et d'autres peut-être des influences venant de Diapo suivante. Alors en Europe, je résume très simplement, on a des évidences d'occupation autour de 1,4 million, essentiellement localisées dans le sud, assemblage qu'on appelle les cores and flakes, c'est-à-dire sans traces de production de bifaces, et des occupations ponctuelles dans les parties plus septentrionales lorsque les conditions climatiques sont plus favorables. Diapo suivante. Les seules évidences, les seules données récentes montrent qu'il y aurait donc des évidences de production de bifaces, entre autres, dans une fournée de temps entre 900 000 et 600 000, avec en particulier peut-être un site plus ancien, qui est le site de la Boïla, où 900 000, mais quelques sites qui seraient datés autour de 700 sites et quelques autres innovations. Marie-Hélène, on ne t'entend plus. Marie-Hélène, il n'y a plus aucune… Martha, j'entendais plus rien. Oui, voilà, je suis là. OK. Oui, maintenant ça va. Diapo suivante. On a entendu jusqu'à la Boïla à 900 000 ans. Ah voilà. Voilà, alors je voulais vous dire sur ces diapos, la production de bifaces, elle est visible que dans quelques sites dans l'Europe de l'Ouest. On n'a pas d'évidence en Europe centrale jusqu'au Caucase. Et donc, je vais signaler, et je vais insister sur quelques sites, en particulier la Boïla, qui serait le plus ancien, à 900 000, et quelques sites, les deux français et le site italien, autour de 700 000, 600 000. Diapo suivante. Voilà. Donc là, je vais donner les principaux résultats que nous avons obtenus sur Notar Quirico, donc au nom de tous les collègues qui travaillent, dont j'ai mis les noms à la fin de la présentation. Donc l'objectif, c'est de travailler sur ce site qui a été fouillé dans les années 70-80 par Marcello Piperno et qui avait mis en évidence certains niveaux avec la présence de bifaces. Diapo suivante. Donc Marcello Piperno avait fouillé le sommet de la séquence. Je vous ai mis une photo du musée actuel qui a préservé les niveaux fouillés par Marcello Piperno, avec des plages de galets et des restes de faune assez abondants, en particulier d'éléphants. Diapo suivante. Et les travaux, en particulier d'Alison Pereira et ses collègues sur cette séquence fouillée par Marcello Piperno, ont permis de la redater entre grossièrement 610 et 670 000
en particulier les téphras, qui viennent de l'éruption volcan Monte Vulture, qui est proche du site, et également de l'application d'uranium et de SR. Diapositive. Donc, lors de la reprise donc, des travaux sur ce système, ça permet également de réviser les collections des assemblages fouillés par Marcello Piperno, en particulier sur les grands et large cutting tools. Et on a pu mettre en évidence donc, pour une partie du matériel, donc une gestion avec un façonnage alterne, parfois des retouches finales. Donc, une capacité à maîtriser le façonnage bifacial de ces pièces. Diapo suivante. On a, oui, juste s'il peut revenir à la diapo d'avant. On a pu travailler également sur la technologie. Oui, je voulais vous montrer donc quelques exemples de ces bifaces, en particulier le niveau de base foulé Marcello Piperno, qui est le niveau F, qui est le plus riche en bifaces, et vous montrer la diversité de ces large cutting tools. Diapo suivante. Nous avons pu réviser également des éléments sur le débitage. C'était juste la diapo suivante normalement, mais c'est pas grave. Qui nous ont permis de mettre en évidence un débitage voilà, assez simple sur très petits nodules de silex, avec souvent des éclats très épais et des retouches dentité abruptes. Donc un débitage assez simple, souvent sur une face. Diapo suivante. Ah, juste avant, c'était pour vous parler aussi que quelques diapos suivantes, c'était juste pour vous dire l'essentiel du matériel était des Pebble Tools. Donc la diapo suivante, c'était pour vous dire également que le reste humain, le fémur qui a été trouvé au sommet est en train d'être réétudié par Giorgio Manzi et son équipe. Voilà, donc je vais vous mettre quelques éléments que m'avait fourni Giorgio Manzi. Donc depuis 2016, on a repris donc, les fouilles en particulier du bâtiment pour aborder la base de la séquence qui n'avait pas été fouillée par Marcello Piperno, à part quelques petits sondages qu'il avait réalisés, qui lui avaient permis de mettre en évidence probablement l'existence d'autres niveaux. Diapo suivante. Et donc, l'âge, la datation en particulier par Alison Pereira et Bastien Nomade a permis donc de dater la base entre 675 et 695 et plusieurs niveaux ont été donc dégagés, donc ces niveaux qui avaient été supposés par Marcello Piperno à partir de sondages. Diapo suivante. Je vais assez vite hein, pour qu'on soit sûr d'aller jusqu'au bout. Là, c'était pour vous montrer l'aspect de ces niveaux. On a dégagé en particulier des plages de galets. Il reste de ces plages le long de la chaîne pour montrer des très bonnes fouilles. Mais en revanche, tu m'entends, Martin, voilà. C'était juste pour vous montrer une photo. Donc, c'est le niveau de base qui est daté de 695 000 avec l'aspect de ces plages de galets. Diapo suivante. Donc, un de ces niveaux a livré peu de traces, mais je voulais vous montrer, donc c'est un reste donc, des numérus d'éléphants quasiment intacts qui ont été trouvés, mais dans ce niveau, on a peu de preuves de présence humaine. Diapo suivante. En revanche, pour les autres niveaux, on a un matériel assez abondant, autant en lithique qu'en faune. Et donc, la grosse question est savoir quel est l'impact des hominidés sur les restes osseux. Les traces sont mal conservées du fait de la mauvaise préservation du matériel osseux, mais on a tout de même la présence donc, de restes d'éléphants, de cervidés, de grands bovidés. Des nouvelles espèces ont été trouvées par rapport aux fouilles de Marcello Piperno, et en particulier du macaque. Et les listes fauniles sont globalement proches de ce qui avait été trouvé dans la partie supérieure de la séquence. Mais il n'y a pas de preuve de carnivores. Diapo suivante. Et donc, les conclusions des
des spécialistes de la faune qui ont travaillé montrent qu'il est possible qu'il y ait une intervention humaine, mais les traces sont tout de même relativement fugaces pour savoir quel est le type d'impact. Donc, le long de ces paléochannels. Diapo suivante. Alors, c'est pour vous montrer là le matériel que nous avons trouvé. Nous avons recommencé à partir du niveau F qui avait été déjà fouillé par Marcello Piperno. On a confirmé la présence de capacité à fabriquer des bifaces. Voici quelques exemples, principalement sur galets de calcaire, mais on a également quelques pièces sur des nodules de silex qui sont pourtant très très rares. Donc, les hominidés ont récupéré ces rares grands nodules de silex. Diapo suivante. Voici encore quelques exemples de ces grands marketing tools trouvés dans ce niveau F, qui montrent donc, pour certains, un aménagement en volume avec façonnage. Diapo suivante. Par contre, ce qui est nouveau, c'est ce niveau qui a été presque jamais fouillé par Marcello Piperno. Nous avons trouvé également des large cutting tools avec certains qui sont très intéressants. Un, par exemple, à la base, qui nous montre un aménagement en volume. Et celui en haut qui montre qu'il y a eu un recyclage, qui est déjà façonné, qui a été ensuite reprise pour donner cet aspect de pic. On a également la récupération de grands nodules de sexe, ceux qui sont très rares dans le site. Diapo suivante. Au niveau de la technologie de débitage, donc des travaux de collègues de l'université de Bari ont montré qu'il n'y avait plus de ces roches siliceuses et les hommes ont sélectionné la plupart du temps les très petits nodules et ont même directement parfois touché ces petits nodules. Et sinon, on produit des éclats de très petite taille à partir de ces nodules de manière très simple. Diapo suivante. Et dans le niveau de base, celui qui est daté de presque 7 000, nous avons la présence de la preuve de la capacité à fabriquer des bifaces. Par contre, nous avons un débitage de ces très petits nodules, souvent sur une surface, avec très peu de préparation, voire absence de préparation. Et les retouches, lorsqu'elles existent, sont très abruptes, sont souvent denticulées et parfois de très petits nodules directement sont retouchés. Diapo suivante. Il y a début de travail sur du travail de bouche et de bois, et en particulier, donc, comme la photo à droite, de raclage sur des matériaux doux, de moyenne dureté. Diapo suivante. Alors, en particulier de deux sites français de la Noira et de Moulin-Quignon, pour discuter de l'hypothèse d'une introduction d'un HLA déjà élaboré dans une fenêtre de temps maintenant qui se réduit entre 700 et 650 000 ans. Diapo suivante, avec des caractéristiques qui semblent spécifiques à l'Europe. Alors, je vous dis quelques mots rapides sur le site de la Noira, qui avait été fouillé par Jackie Desriers et qui a montré un niveau de base à 700 000 ans. Diapo suivante. Dans ce site, donc, le niveau de base a été daté au niveau des sables par l'ESR Uranium Thorium. Donc, on va se concentrer sur le niveau de base. Et on a ouvert pendant plusieurs années une très, très grande surface de fouille de 100 mètres carrés qui nous a permis d'accéder à un corpus lithique très abondant. Malheureusement, la faune n'est pas conservée. Diapositive suivante. Donc, dans ce corpus lithique, on a à la fois du débitage et du façonnage, de très grands éclats et de plus petits éclats, mais également un matériel de large cutting tools assez diversifié et abondant, en particulier ce qu'on appelle des large cutting tools très diversifiés et très irréguliers, mais également des bifaces. Diapo suivante. Ce qui a permis de proposer une opératoire assez complexe à la fois de débitage de grands éclats et de petits éclats, mais également de fabrication de large cutting tools variés, dont des bifaces, avec toujours sélection de plaques
de meulières de bonne qualité qui ne sont pas touchées par le gel. Donc, les hominidés ont sélectionné ces plaques de meulières. Diapo suivante. Voici quelques exemples de ces bifaces avec un façonnage en volume. Et pour vous la diversité, avec certains diapo suivante. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu figé. Parfois, Voilà. t'es coupé. Et je voulais aussi, voilà. Oui, et là, je voulais aussi aborder le deuxième site qui a été trouvé récemment concernant la partie nord-ouest de l'Europe, toujours dans cette fenêtre de temps qui nous intéresse entre 700 et 600 000, donc à côté de Notarquirico et la Noira. Donc, je vais dire quelques mots sur les fouilles de Moulins-Quignon. Diapo suivante. Donc, la vallée de la Somme étant à l'interface entre le centre de la France et la Grande-Bretagne. Donc, pendant longtemps, les données sur la vallée de la Somme avaient donné des âges pas plus vieux que 500 000 ans. Et donc, les travaux sur la terrasse de Tréville, diapo suivante, ont permis de retravailler sur des sites un peu emblématiques comme la carrière Carpentier et la carrière Don, qui sont des résidus donc d'une vieille terrasse avec les fameuses marnes blanches qui avaient été fouillées dans le 9e siècle et au début du 20e. Diapo suivante. Et donc, des sondages récents avaient permis de retravailler sur Carpentier. Malheureusement, nous n'avons rien trouvé dans les fameuses marnes blanches et pas la preuve de la présence humaine aux 650 000 ans. Diapo suivante. Et c'est grâce à des sondages dans une zone un peu plus éloignée de la carrière Carpentier que nous avons redécouvert Pierre-Antoine et ses collègues, nous avons découvert avec Pierre-Antoine le site de Moulins-Quignon. Et en particulier, diapo suivante, on a pu mettre en évidence une collection lithique dont une partie est formée de bifaces. Alors, les datations ont permis de connaître les 3 terrasses et de donner un âge autour de 670 000 ans. Donc, dans cette fenêtre de temps qui nous intéresse, diapo suivante. Et parmi la collection lithique, nous avons des éclats des nucléus et 5 bifaces qui rentrent dans la même diversité de ce que j'ai montré pour Notarquirico et la Noira, et pour certains d'entre eux, un façonnage en volume et alternant. Diapo suivante. Pour le débitage, nous avons un débitage assez simple, un peu à la Noira ou à Notarquirico, mais ce qui est intéressant, la diapo suivante, c'est un nucléus montre un débitage plus complexe, en particulier indépendant de la géométrie de la roche. Ça, c'est une caractéristique que l'on commence à voir ponctuellement dans cette fenêtre de 700 000 et 600 000. Par exemple, on le voit sur certains nucléus de la Noira. Donc, voici cet exemple de nucléus plus complexe. Diapo suivante. Donc là, ça resitue ces découvertes de Moulins-Quignon à la Noira, qui attesterait que l'homme est capable d'occuper des zones plus septentrionales, des conditions climatiques apparemment plus froides. Et on peut se poser la question si ce ne sont pas simplement des petites incursions lorsque les conditions climatiques sont un peu plus clémentes. Diapo suivante. Donc voilà la conclusion que l'on pourrait faire, c'est savoir si dans cette fenêtre de temps, il y a donc cette introduction de cette capacité à fabriquer des bifaces, mais pas seulement, avec quelques innovations également dans la technologie et l'image, alors que les matières premières locales sont toujours majoritairement utilisées dans ces assemblages. Les données en Afrique sur ces vieux HEléens montrent qu'il y a des changements comportementaux, non seulement la capacité à fabriquer des bifaces, mais également dans la gestion des matières premières, la gestion du territoire. Nous n'aurions pas cette caractéristique. On nous posait la question, est-ce que ce serait dû à l'adaptation des groupes d'hominidés à des environnements différents? Diapo suivante.
Alors, je voulais aborder aussi que, contemporain à ces 3 sites, nous avons d'autres exemples, en particulier Isernia Lapineta, qui ne livre pas de biface, mais qui présentent certaines caractéristiques au niveau du débitage qui pourraient nous faire montrer que nous sommes dans un ensemble de sites qui montrent qu'il y a un seuil de compétence qui a été franchi, en particulier, diapo suivante, avec le débitage où les travaux récents de Rosalia Galotti sur le débitage ont montré qu'il y a quelques caractéristiques comme à Moulinquier, une certaine indépendance de la géométrie de la roche, qui pourrait montrer que l'ensemble de ces sites, même si certains n'ont pas de biface, pourraient rentrer dans un seuil de compétence qui serait franchi en Europe à cette période. Diapo suivante. Le site de la Boïla, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de preuve d'industrie de transition en Europe. On aurait plus ou moins peu de sites dont on dispose, nous aurions comme une évidence d'une introduction assez abrupte d'une capacité à faire de manière déjà élaborée. Diapo suivante. Et donc, les scénarios actuels sont assez multiples, hein, puisque le nombre de sites étant très… Je voudrais revenir à la diapo suivante, si c'est possible. Puisque le nombre de sites est très limité dans cette fenêtre de temps de 700 000, 650 000. Donc, on peut proposer plusieurs hypothèses. Certains collègues pensent plutôt à une évolution locale, bien qu'il n'ait pas vraiment d'industrie de transition. À part la Boïla, est-ce que c'est une introduction très ancienne des 900 000 ou une évolution ponctuelle locale? On peut proposer également des incursions par le vent, par le détroit de Gibraltar, pourquoi pas, on peut réactiver cette hypothèse. Et les spécificités que nous aurions en Europe, avec un très petit nombre de bifaces pour chaque série, avec toutefois des innovations également du débitage, est-ce que ce serait des preuves d'une adaptation hominidée à des environnements différents par rapport aux zones d'origine? Diapo suivante. Donc voilà, j'ai été très très vite et je m'en excuse et je voulais signaler tout le nom des collègues qui travaillent sur Notar Quirico et donc contribuer à apporter ces nouvelles informations et à alimenter la discussion sur une éventuelle introduction de l'HLE en Europe dans cette période de temps. Je vous remercie. Excusez-moi, j'ai été très vite pour être sûr que la connexion fonctionne. Merci beaucoup Marie-Hélène. Voilà, merci beaucoup Martin. Pour cette belle présentation. Et pour cette conférence très riche et très constructive. Donc, voilà, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes de… Je vais me remettre ma caméra. Oui, j'espère qu'il n'y a pas eu de problème de son. Par moment, le son sautait. Voilà, le son sautait un peu par moment de mon côté. Voilà, il y avait juste un petit problème de son, mais donc ça, c'est pas grave. On arrive à récupérer donc à faire le lien donc à travers les diapositives que tu nous as exposées. Donc, c'est-à-dire une conférence assez intéressante, très riche, surtout que vous avez commencé à faire un peu le lien avec l'HLE africain et ne pas remettre toujours l'HLE avec la présence de biface. Un biface n'est pas toujours un indice de l'HLE. Vous êtes parti de 900 000 ans. Déjà, donc ça c'est une bonne chose et vous avez passé, donc vous avez des intervalles de temps en Europe, donc 900 000 ans, 600, 700 000 ans et jusqu'à des âges inférieurs à 500 000 ans. Donc on verra par exemple tout à l'heure au niveau des questions, s'il y a des gens spécialistes, je pense Mohib est avec nous, il va sans doute avoir des questions là-dessus et surtout l'industrie de transition. Donc moi j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ce que tu appelles cette industrie de transition et puis également des nouvelles technologies, c'est-à-dire des nouvelles innovations au niveau de la Chulia. Et vous avez parlé surtout d'un outil un peu particulier. Je pense que c'est comme ça que les anglo-saxons on l'a appelé, Catin Tool. Donc je ne sais pas exactement, est-ce que c'est ce qu'on avait appelé les pics, les Catin Tool ou des choses comme ça. Donc, c'est ça que je voudrais… Oui, vas-y. Alors, voilà. Moi, ce que j'ai essayé de chercher dans la littérature, c'est s'il y avait des preuves pour discuter une évolution locale. Il y a des groupes de collègues qui pensent qu'il y a plutôt une évolution locale européenne.
et d'autres indices qui, pour ma part, me plutôt à une introduction de la capacité à fabriquer des bifaces déjà élaborées. Et à partir de là, il n'y a pas vraiment de preuves en Europe. Quand on va tester à droite à gauche, on voit des petites tentatives de façonnage bifacial, mais pas le façonnage bifacial, il existe par les shopping tools, par exemple, mais des tentatives de façonnage un peu plus élaborées. On a vraiment d'évidence, comme on a de l'early acheuléen en Afrique, même s'il y a beaucoup de controverses en savoir s'il y a quelque chose d'abrupt ou non, on n'a pas du tout le même modèle de ce qui se passe en Afrique. Alors, évidemment, le nombre de sites est très, très limité, hein, mais tout de même, depuis ces dernières années, avec ces 3 sites, on rentre dans une fenêtre de temps où on a des comportements assez similaires au niveau de la production des bifaces, associés toujours des large cutting tools, c'est-à-dire une très grande diversité d'outillage de grande taille, parfois dont l'aménagement est très limité, mais avec pour certains d'entre eux un aménagement bifacial. Donc ça rentrerait dans la diversité des comportements techniques. Ça, c'est une part. Et à côté de ça, dans ces séries, on voit un débitage qui est proche de ce que l'on voit dans la période antérieure, mais avec quelques innovations, notamment un débitage qui s'extrait de la géométrie de la roche. C'est beaucoup plus loin que simplement utiliser la morphologie favorable du support. Et donc tout ça me ferait penser, même si je reste toujours très prudente parce qu'on n'a que quelques sites, à comme un seuil de compétence qui serait dans cette période. On voit également dans des sites qui ne proposent pas de biface, et donc qui, pour moi, me ferait penser plutôt très tardive, hein, quand on compare par rapport à ce qui se passe au Levant ou en Asie, beaucoup plus tardive en Europe. Et ça, la question reste ouverte. Pourquoi, s'il y a une introduction, elle est si tardive? Est-ce que c'est dû à des raisons climatiques? On est à la middle Pléistocène transition. Est-ce que ce seraient des routes favorables qui auraient permis l'introduction de ces nouvelles compétences, que ce soit par des groupes humains ou pourquoi pas par transmission d'idées? Donc voilà pour ma part où j'en suis dans la réflexion. Bien évidemment, il faut trouver d'autres sites pour alimenter cette hypothèse. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. C'est-à-dire, oui. Avant peut-être de donner la parole à l'assistance, c'est-à-dire justement ces zones, est-ce que tu as traité aussi ces zones de passage? Donc, je t'ai entendu dire qu'il y a le détroit Gibraltar. Et puis, il y a également certains qui font des cheminements en passant par le Proche-Orient et puis l'Asie. Donc, toi, d'après ces sites, on est allé en Europe. Est-ce que tu arrives à tracer également en Espagne, à tracer un peu le cheminement, s'il y a un cheminement entre l'Afrique et l'Europe? Alors, je sais que plusieurs publications ces dernières années montrent que des sorts grecs commencent à être trouvés. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Parce que ça pourrait être une route, la côte nord de la Méditerranée pourrait être une route possible. Bien évidemment, il faut l'aimer. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, c'est que l'Europe centrale est absente, la suite de production absente d'Europe centrale. On a l'impression que c'est une grande zone qui va jusqu'au Nord Caucase, jusqu'en Asie centrale, où il n'y aurait pas de preuve de cette capacité à fabriquer ce type de large cutting. Donc, pourquoi pas le nord du bassin méditerranéen? Moi, je pense qu'il faut réactiver l'hypothèse du Gibraltar. Par exemple, les séries espagnoles, même si elles sont plus récentes, montrent des hachereaux sur éclat qui sont proches du nord. Les travaux récents sur l'Afrique du Nord vont nous apporter également des informations vraiment précieuses sur le type de façonnage et des débitages qui existent autour d'1 million d'années. Et donc, à comparer avec ce qui se passe en Europe, parce que ça permettra peut-être aussi de mieux discuter les différences ou les spécificités entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Donc ça, les collègues d'Afrique peuvent mieux parler que moi. Donc voilà, il y a plein de pistes qu'il va falloir tester à venir avec les publications de ces sites d'Afrique du Nord et bien sûr du Levant. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'assistance. Est-ce que Mohib a une question, par exemple, sur ces outils de l'acheuléen? Donc, Mohib est un préhistorien marocain qui a beaucoup travaillé sur l'acheuléen de Casablanca. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, oui, bonjour Marie, ça va? Vous allez bien? Bon, oui, bien, merci.
Merci. Malheureusement, j'ai pas pu assister, c'est l'arbitre. J'ai quitté parce que j'étais obligé d'aller prendre mes médicaments pour ma tête pour Oui. pouvoir présenter là tout à Ah, l'heure. Et malheureusement, j'ai assisté juste à la conclusion, mais j'ai écouté la discussion de Marie Moncel, que je remercie beaucoup. C'est vrai que donc, bon, moi tout à l'heure, peut-être, je ne vais pas entrer dans les détails des discussions vraiment qui concernent les questions techniques et les questions des émergences, mais plutôt ça sera un survol. Mais pour ce que vous avez dit, c'est vrai. Bonjour, Rosie. Voilà. Oh. Ciao. Bonjour. Et donc, c'est vrai que les études ah, de nouveau, on n'entend plus le son. apporter des informations, Des sauf soucis qu'on de est son. toujours voilà, le problème, c'est que, vous l'avez dit, même pour les sites italiens, on n'a pas beaucoup de sites référentiels sur lesquels on peut se baser. C'est ça le problème. On peut étudier les collections Oui. très, très importantes pour l'Afrique du Nord, du premier HLien du Maroc à Casablanca, mais toujours on reste sur ces questions ouvertes. C'est quoi l'origine de cet HLien? Est-ce que c'est une origine locale, Afrique du Nord? Est-ce que c'est une origine qui vient de l'Afrique de l'Est? Est-ce que c'est une évolution locale purement marocaine? Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'éléments pour apporter des réponses à ces questions-là. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que c'est vrai que pour l'instant, en Afrique du Nord, on peut parler d'une entité régionale par rapport à l'Afrique de l'Est et par rapport aussi peut-être à l'Afrique du Sud et par rapport aussi à l'Afrique de l'Ouest. Bon, comparer ça aux industries du premier HLien européen, surtout en Italie, en Espagne et au sud de la France, malheureusement, bon, ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est ça, ce qu'on est en train de faire, c'est présenter ces résultats pour pouvoir identifier le maximum de techniques. Parce que, en fait, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, Marie, qu'on on a été longtemps piégé dans l'approche du macro-outillage et surtout de large cutting tools. Quand on dit c'est l'armée large cutting tools, on veut dire, bon, c'est les BIFAS, c'est les HRO, c'est les trièdres, c'est tout ce macro-outillage qui a beaucoup influencé les premières études et les premières publications et ce qui a fait qu'on a raté beaucoup de réflexions, beaucoup d'identifications sur les autres comportements techniques et les autres comportements cognitifs de ces HLiens. Et surtout, je veux dire, les premiers HLiens. Parce que partout, même en Afrique, là où on a beaucoup de restes, même en Afrique de l'Est, on a encore beaucoup de données fragmentaires sur les origines de ce premier HLien. Est-ce que c'est une évolution à partir de l'Oldoïen? Bon, interrogation. Est-ce que c'est une émergence technique qui est apparue en même temps qu'on a aussi ce qu'on appelle le developed Oldoïen ou l'Oldoïen évolué? Donc, malheureusement, ce sont des questions qui restent toujours ouvertes. Et surtout, il faut développer les études sur plus et essayer de pouvoir découvrir entre ce qu'on a en Afrique du Nord maintenant. Il y a longtemps, on n'a pas considéré comme il faut l'Afrique du Nord. Dernièrement, grâce aux découvertes, que ce soit au niveau du paléolithique inférieur ou du paléolithique moyen et supérieur, on commence à reconsidérer les sites, même les sites anciens, et on commence à reconsidérer les stratigraphies et les différents comportements techniques. Peut-être avec ça et avec ce qui se fait en Espagne, en Italie, on va pouvoir approcher ces questions de franchissement entre l'Afrique du Nord et l'autre rive de la Méditerranée. Et donc voilà, donc malheureusement, j'apporte des réflexions qui restent voilà, générales, mais ceci dit, on ne peut qu'approfondir les études sur les systèmes techniques qu'on peut identifier sur un site, chacun de son côté, et après qu'on ait suffisamment de données, on peut développer, c'est-à-dire ces questions de relations entre les régions, ces questions voilà, de transmission, si vous voulez, de techniques, peut-être de franchissement de populations, que ce soit les restes, les fossiles humains ou que ce soit les restes de la faune. Peut-être. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y aura aussi des choses à apporter à cette question.
Y a-t-il d'autres commentaires, d'autres questions pour Marie-Hélène? J'en suis vraiment désolée. Je ne sais pas si ça vient de moi ou de Abdoulaye. Bon, je vois que tu t'es connecté. Abdoulaye veut poser une question. Merci pour cette communication qui nous replonge un peu dans l'HLN. Mais bon, j'ai beaucoup apprécié. Mais il y a quelques points dont j'aimerais qu'on discute. Parce que déjà, quand on parle de l'Afrique, c'est un continent qui est extrêmement vaste, où l'HLN peut débuter à certains endroits à des millions d'années, tandis que dans le reste de l'Afrique, comme par exemple en Europe, que ce soit en Afrique de l'Ouest, cet HLN est beaucoup plus tardif. Et alors, de là, si on essaie de chercher, par exemple, des origines, je pense que ça peut être difficile. Est-ce que les premiers HLN n'ont pas commencé à voyager, notamment à l'intérieur du continent africain, même en Europe, il y a quelques millions d'années? Ça, c'est des choses où il faudrait quand même certainement, un jour ou l'autre, avoir des résultats. Parce que sur le continent, les résultats sont très locaux, ne sont pas encore très complets. Il y a énormément d'endroits qui ne sont pas bien vus. Si on regarde l'HLN au niveau du Sénégal, de la Mauritanie, du Maroc, etc., ça se compare difficilement avec des endroits comme le Togo, le Bénin et autres. Bon, mais là, mais moi, ce que je trouve également, c'est que quand on parle d'HLN, il y a énormément d'opportunisme. L'opportunisme, c'est d'abord le choix de la matière première. Quand je vois les sites de Abiface que vous avez présentés en premier, c'est en fait des sites alluvionnaires, je pense, où le plus souvent, les HLN sont promenés sur un site le long d'une rivière et ont eu à leur disposition une matière première sous forme de galets. Et on voit bien que la silhouette de ces galets ont suivi la forme de cette taille. C'est un choix d'opportunisme. On connaît le biface, on connaît la HRO et on sait qu'avec des matériaux allongés, massifs, etc., on peut avoir ce type d'outils. Maintenant, je pense que quand on regarde le dernier site présenté du côté italien, où il n'y a pas beaucoup de biface, mais peut-être parce que c'est un site d'open air, comme vous avez dit, un peu éloigné de la vallée. Je reviens encore sur des éléments. Au niveau du Sénégal, au niveau de la Falémé où j'ai travaillé, nous avons des sites qui sont alluvionnaires, mais également des sites qui sont où il y a l'accouplement de la matière première. Et je pense que quand on veut parler d'HLN, quand on a des sites HLN où les préhistoriques ont disposé d'une matière première, c'est là où l'on voit entrer toute une technologie qui permet d'avoir des bifaces sur éclat. Parce qu'il faudrait non seulement avoir des technologies pour détacher de grands éclats, les détacher d'une certaine manière pour pouvoir déjà avoir l'achroyo de type Texier où la face dépend de la face supérieure, va entrer en but avec la face inférieure, etc. Donc, c'est toute une préparation. Et cette préparation n'est pas tellement visible, se voit difficilement dans les premiers sites à biface que vous nous avez présentés. Par contre, si vous regardez le sud marocain, en Mauritanie et autres qui sont collectés dans des sites avec affleurement de cette matière première, nous allons avoir toute une panoplie de bifaces qui obéissent aux différents types, les 4 types définis par Pixini il y a bien longtemps, etc. Donc, qu'il ne faudrait pas toujours oublier, parce que c'est une technologie qui permet de travailler sur de très grands supports ou sur des petits supports. Donc, moi, je trouve donc qu'il y a l'opportunité. Si les individus sont sur une terrasse, déjà, ils travaillent la matière première pour avoir des bifaces. Et également, la difficulté pour moi, c'est d'avoir qui sont ces individus. Parce qu'on est dans des niveaux terrasses qui peuvent se construire sur plusieurs années. On a des difficultés pour dire que ce sont ces HLN-là. Comment on peut comparer les HLN des terrasses, comme par exemple du Roussillon, avec des gens qui ont habité dans des endroits confinés comme à l'Arago et ailleurs. Et l'autre élément, c'est en fait les opportunités d'utilisation.
opportunité d'utilisation parce que quand on se prépare de grands bifaces ou de petits bifaces, je vois que vous l'avez bien illustré avec le débutage de l'éléphant, etc. C'est sûr que quand on a de gros mammifères, c'est intéressant d'avoir des bifaces allongés, et massifs et autres pour pouvoir débuter la viande. Et autre élément, moi, je ne sais pas quelle est l'importance qu'on peut introduire dans l'utilisation de l'éclat. Moi, je trouve que l'opportunité d'avoir des bifaces le long d'un cours d'eau, avec les terrasses, on se baisse, on ramasse, on choisit la forme qui nous intéresse pour débuter le biface et le hachereau, ce qui est pas possible, et de l'acheléen, comme on dit, type qui connaît bien sa matière, qui connaît bien tout, et qui peut débuter des bifaces à partir d'un effleurement à une épaule. Je trouve que ça, c'est peut-être, je m'éloigne un peu du contexte européen depuis Totavel, et j'aimerais bien qu'on en rediscute, et surtout que il y a maintenant beaucoup d'endroits à bifaces, et beaucoup d'endroits à bifaces au niveau du Sénégal, au niveau de la Mauritanie, et au niveau du Maroc, et au niveau de l'Algérie, bien sûr. Donc, comment connecter ces bifaces à terrasse, des bifaces à affleurement ponctuel de matière première? Bon, je n'ai pas encore tous les résultats, mais je pense que peut-être se pencher dessus. Abdoulaye, je n'ai pas tout entendu parce que j'ai eu par moments pas mal de sauts. C'est juste pour revenir sur la question des grands éclats. C'est pour Fabrice. À un moment donné, tu parlais des grands éclats, si j'ai bien entendu. Ce qui est intéressant, par exemple, on a la capacité à fabriquer des grands éclats, puisqu'ils ont produit des grands éclats. Ils n'ont jamais utilisé ces grands éclats pour faire les bifaces. Oui. Parce que le problème, c'est que moi, quand j'ai commencé à apprendre ma typologie, nous, les Africains, on rejetait un hachereau qui n'était pas sur l'éclat. Apparemment. Et quand je suis arrivé en France, vu qu'il y avait très peu d'achereaux, alors là, j'ai vu qu'on pouvait utiliser les hachereaux avec des galets, etc. Mais moi, je fais partie des anciens. En 1978, quand j'ai débarqué, c'était ça. Dire un hachereau, c'est un hachereau sur galet, et les gens te regardaient avec un œil bizarre. Bon, maintenant, on est là-dedans. Maintenant, c'est quand même, je fais une grande différence quand même entre ces outils que l'on retrouve alluvionnaires et des outils que l'on retrouve en affleurement. Et je crois qu'en affleurement, c'est là où l'on aurait, s'il y a des hacheléens qui sont établis, moi, je pense, c'est là où on aurait une panoplie d'outillages diversifiés, alternant, allant du galet transformé aux éclats obtenus de grandes dimensions qui vont être transformés en bifaces ou en hachereau. Maintenant, ça, c'est une expérience que je vois de la Mauritanie et du Sénégal. Maintenant, il faudrait peut-être mieux avec d'autres typologistes. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Le son n'est pas terrible, je ne sais pas pour vous. J'ai beaucoup de mal, par moments ça saute et je n'ai pas entendu. Il faudrait qu'on continue à rediscuter, Abdoulaye, avec un son meilleur, parce que là, c'est pas... Après le Covid, rendez-vous à l'USPP. Je crois que là, on aura... Oui, à l'USPP, l'année prochaine, on aura l'occasion d'en discuter. Larbi, je me demande s'il faut peut-être mieux pas arrêter, parce que là, vraiment, moi, le son est très, très mauvais. Je ne sais pas pour vous. Nous, on entend très bien, c'est-à-dire le son est un peu des fois saccadé, mais on arrive à suivre. Alors, moi, juste pour rebondir sur ce que dit Abdoulaye, c'est-à-dire la gestion des matières premières, normalement, ça devait être en parallèle avec la gestion des territoires. Tout dépend des territoires dans lesquels on est. Donc, quand on est dans un désert saharien, la gestion de la matière première est complètement différente si on est dans une sorte de plaine alluviale ou au bord de la plage, donc de Terramata ou ailleurs.
C'est-à-dire la gestion de la matière première est complètement différente. Donc, je pense que Marie-Hélène Moncel était, elle est spécialiste de ces cas, gestion de territoire, gestion de matière première. Et j'aime bien, c'est-à-dire cette gestion de la matière première qui est peut-être un peu différente de ce que vous appelez innovation de la matière première. C'est-à-dire quand on a une rareté de la matière première, bien sûr, chaque fois l'homme préhistorique essaie d'économiser, essaie de l'adapter à son désir, ce qu'il veut obtenir en général. Voilà. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais également, comme on dit, il y a beaucoup de sites HLN sans biface et sans HLN. Ça, c'est également quelque chose que j'ai appris quand j'ai fait mes armes en Europe. Donc, c'est pas parce que les gens n'ont pas taillé un biface ou un chevaux qu'ils ne savent pas le faire. Donc, par opportunisme, ils n'avaient pas à le faire, donc ils ne l'ont pas fait. C'est comme ici dans mes recherches, je tombe parfois sur des sites où ils se sont spécialisés pour fabriquer uniquement un type d'outil, comme par exemple un rabot nucléiforme. Pourquoi les gens installés quelque part se mettraient à fabriquer des centaines de milliers de rabots, le même outil? Donc, il y a quand même toujours une gestion de matière première, il y a une opportunité de fabrication qu'on ne maîtrise pas toujours parce que on connaît de plus en plus l'environnement de ces gens-là, mais il y a toujours des éléments qui nous manquent, je pense. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi l'assistance? Martha, tu es toujours là? Ah, ça nous permet de... Oui, je voulais juste remercier l'arbitre d'avoir eu l'idée d'organiser. C'est le comité d'organisation de l'USPP, donc le comité d'organisation locale qui a eu l'idée donc que ça, c'est... Non, je voulais vous remercier d'avoir eu l'idée d'organiser ces conférences. C'est vraiment une très, très bonne idée. C'était vrai. Et je suis désolée de ma mauvaise connexion parce que là, je suis sur le terrain et donc je suis chez quelqu'un qui m'a prêté gentiment sa connexion et c'est pas parfait, quoi. C'est un peu compliqué. On te remercie beaucoup, Marie-Hélène. On est très touchés, on est très contents de ta contribution, de ta participation. Et bon courage pour la suite. Bon courage, Marie-Hélène. Et à très bientôt, bien sûr. À bientôt au Maroc. Okay. Au revoir. Donc, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. À bientôt.